Bonjour, merci. Alors, les comètes ont toujours intrigué, fait rêver les hommes. On les considérait d'ailleurs autrefois comme porteuses de présages. Leur nom nous vient directement de l'Antiquité grecque, du grec komé, kométès, qui fait référence à leur chevelure, le halo qui les entoure. Alors, en fait, ce sont de petits corps célestes composés de glace et de poussière. Et lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, la glace qui les compose se sublime, emportant dans l'espace une partie de leur matière et donnant naissance à ces queues de gaz et de poussière longues de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qui les rendent si visibles depuis la Terre. Alors, la plus célèbre d'entre elles est certainement la comète de Halley. Comète de Halley qui revient tous les 76 ans au voisinage de notre planète. Et la dernière fois qu'elle est passée en 86, cette comète, elle a suscité un certain intérêt du grand public, certes, mais aussi des agences spatiales, puisque pour la première fois dans l'histoire, grâce à la technologie du vol spatial, on pouvait aller voir cette célèbre comète de près. Et donc, plusieurs véhicules spatiaux sans équipage, qu'on appelle des sondes spatiales, donc, plusieurs sondes spatiales se sont portées à sa rencontre pour l'étudier, dont la sonde européenne Giotto en 86. Donc. Alors les comètes, d'où viennent-elles? Et surtout, pourquoi sont-elles scientifiquement si intéressantes? En fait, elles sont originaires de deux régions lointaines de l'espace qu'on appelle la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Lointaines parce que le ceinture de Kuiper, par exemple, commence à 5 ou 6 milliards de kilomètres de la Terre, on est aux environs de Pluton, et le nuage d'Oort s'étendrait jusqu'à plus de 10 000 milliards de kilomètres de la Terre. À ces distances, pour vous donner un ordre d'idée, on est déjà à un quart de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Il y aurait des milliards de comètes dans ces réservoirs. Et de temps en temps, sous l'influence gravitationnelle d'une des planètes géantes du système solaire, Jupiter par exemple, ou même des étoiles les plus proches de notre Soleil, eh bien, certaines sont propulsées vers notre Soleil et passent à proximité de notre planète. Certaines ne font que passer, et d'autres reviennent plus régulièrement, comme la comète de Halley, par exemple. Alors, les comètes ont ce formidable intérêt que, du fait de leur petite taille et de leur éloignement du Soleil, elles n'ont jamais été remaniées comme l'ont pu être les planètes du système solaire. Donc, elles sont des formidables témoins des origines de notre système solaire. Et de plus, en ayant bombardé la Terre dans un passé lointain, elles auraient pu contribuer à y amener l'eau qui compose nos océans, voire des composés organiques qui auraient permis l'éclosion de la vie sur notre planète. Alors on comprend donc l'intérêt scientifique de ces comètes, et c'est pour ça que l'ESA, l'Europe, l'Agence spatiale européenne, décide de lancer, après le succès de la mission Giotto, au début des années 90, la mission Rosetta. Alors la mission Rosetta, c'est un défi sous bien des aspects. Un défi temporel déjà, vous voyez, puisque début des années 90, 2016, plus de 25 ans de mission, je dirais une dizaine de pays qui participent ou collaborent de près ou de loin à ce projet. La mission au départ était prévue pour être une mission en collaboration avec les Américains, avec la NASA, une mission encore plus ambitieuse, vraiment à l'américaine, puisqu'il s'agissait d'aller collecter des échantillons à la surface de la comète et de les ramener sur Terre pour les étudier en laboratoire. Mais pour des raisons budgétaires, en 1993, la NASA jette plus ou moins l'éponge, et l'Europe a la bonne idée de continuer l'aventure seule. Alors, en revoyant quand même un peu les ambitions à la baisse, puisqu'il s'agira, pour la mission Rosetta, de suivre la comète pendant des mois pour étudier son évolution lorsqu'elle se rapproche du Soleil, et d'y poser un petit robot laboratoire que vous voyez derrière moi, le robot Philae, qui devra donc faire pour la première fois des mesures à la surface de la comète. Alors ambition un peu revue à la baisse, mais néanmoins un sacré défi, car toutes les sondes qui avaient étudié des comètes jusqu'à présent n'avaient fait que passer à proximité. Donc là, c'est vraiment une grande première. Alors vous imaginez bien que pendant toute cette durée, 25 ans, des milliers de personnes dans toute l'Europe ont travaillé sur la mission. Certains de ceux qui étaient là au début, bon, c'est pas mon cas, mais certains de ceux qui étaient là au début, donc, sont toujours là, mais beaucoup d'autres ont laissé la place, ont passé le flambeau. Finalement, la mission Rosetta et la communauté scientifique, c'est comme une grande famille en évolution, avec des arrivées, des départs. Bon, je ne vous cacherai pas que
comme dans toutes les familles, au bout d'un certain temps, les relations peuvent parfois se tendre, il y a des hauts et des bas, et les réunions de famille sont parfois un petit peu agitées, voire tendues des fois. Mais c'est tout le défi humain de cette mission, de faire travailler ensemble des gens pendant une si grande durée, venus d'horizons si différents, et de faire en sorte que les compétences se transmettent et ne se perdent pas. Alors, qui dit défi, aventure, dit évidemment imprévu. Et c'est vrai pour Rosetta dès le début. La cible initiale de notre mission n'était pas la comète Churyumov-Gerasimenko, Tchouri de son petit nom, mais une comète appelée Virtanen. Rosetta devait être lancée en 2003 avec une fusée Ariane, et quelques mois plus tôt, en 2003 donc, échec en vol d'une fusée Ariane, explosion. Les vols sont suspendus pendant plusieurs mois, évidemment, commission d'enquête, on veut savoir pourquoi. Et le vol de Rosetta prend donc du retard. Or, pour une comète, pas question d'être en retard. Si vous loupez le créneau, la comète passe et ne revient que quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard. Donc, on a loupé le créneau, Virtanen n'est plus accessible. Donc, il faut en quelques mois choisir une nouvelle cible, recalculer une trajectoire, et on choisit la comète Churyumov-Gerasimenko, du nom de ces deux co-découvreurs russes, M. Churyumov et Mme Gerasimenko. Cette comète, elle a été découverte à la fin des années 60. Elle revient tous les 6 ans et demi autour de la Terre, donc on la connaît bien. Et puis surtout, elle présente le formidable intérêt de ressembler un petit peu à Virtanen. Et ce qui est important, parce que notre petit robot, il a été prévu pour se poser sur Virtanen, donc il fallait trouver une cible qui lui ressemble. Ce sera donc la comète Churyumov-Gerasimenko qu'on appelle Tchouri maintenant. Alors, le 2 mars 2004, enfin, Rosetta part dans l'espace à la rencontre de la comète Churyumov-Gerasimenko pour 10 ans de voyage. Alors, 10 ans de voyage au cours desquels Rosetta va donc passer à proximité de la Terre plusieurs fois, puis de Mars, et va se propulser donc vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors pendant ce long voyage, Rosetta va devoir s'éloigner considérablement du Soleil, jusqu'à plus de 5 fois la distance Terre-Soleil, plus de 800 millions de kilomètres. Alors il faut savoir que les satellites en orbite autour de la Terre sont alimentés en énergie par des panneaux solaires qui rechargent une batterie. Un petit peu comme, même tout à fait comme, les panneaux solaires qu'on peut avoir sur le toit de notre maison. Cependant, à ces distances, 800 millions de kilomètres, on ne reçoit que 4% de l'énergie que l'on reçoit sur Terre. C'est pour ça que les sondes qui voyagent si loin dans l'espace embarquent généralement des petites piles nucléaires, comme la célèbre sonde Voyager, qui a été lancée dans les années 70 et qui maintenant est en train de sortir du système solaire, ou la sonde New Horizons, qui est passée à proximité de Pluton cet été, si vous avez suivi un peu l'actualité spatiale. Alors, cependant, en Europe, on ne dispose pas de cette technologie, et donc il a fallu équiper Rosetta avec d'immenses panneaux solaires de 2 fois 32 mètres, 2 panneaux solaires de 32 mètres, et malgré ces 64 mètres carrés de panneaux solaires, quand elle était au plus loin du Soleil, Rosetta n'avait pas assez d'énergie pour fonctionner normalement. Donc là encore, nouveau défi. Pendant 30 mois, de juin 2011 à janvier 2014, presque 31 mois même, on l'a fait passer dans une sorte de mode veille, à consommation minimale, avec juste un petit réveil réglé sur le 20 janvier 2014 à 11 h. Là, c'était un sacré défi aussi parce que pendant toute cette période, aucune communication n'était possible avec la sonde, on ne savait pas comment elle allait. Et le 20 janvier 2014, d'ailleurs, le réveil de Rosetta nous a causé quelques sueurs froides. Donc, le réveil était prévu à 11 h. La sonde devait se rallumer ses équipements, récupérer de l'énergie, orienter son antenne vers la Terre et nous envoyer un signal. Le signal mettait 45 minutes à nous arriver sur Terre et on devait le recevoir vers 17h30, 18h. Donc, à partir de 17h, on s'installe tous pour attendre le signal de Rosetta. Bon, 17h30, pas de signal. 18h, toujours pas de signal. Bon, jusque-là, pas d'inquiétude, c'est dans la normalité, on va dire. 18h30, les minutes passent. 19h, là, on commence vraiment à s'inquiéter, à se dire que l'aventure est peut-être déjà terminée avant même d'avoir commencé. Les minutes continuent à passer, et heureusement, à 19h18, on reçoit ce signal que vous voyez sur l'écran. Alors, il n'est vraiment pas impressionnant, mais c'est quand même un immense soulagement, parce que c'est le signe que Rosetta a rétabli le contact,
que les opérateurs en Allemagne sur Terre peuvent recommencer à la commander et que l'aventure peut continuer. Et une aventure, c'en est vraiment une, parce que voler autour d'une comète, c'est finalement assez dangereux. À cause justement de ces poussières et de ces gaz qui sont propulsés dans l'espace quand la comète se rapproche du Soleil. Alors vous avez peut-être en tête, si vous l'avez vu, le film Armageddon, avec Bruce Willis, qui pose sa navette spatiale, je ne sais pas si vous vous souvenez, au milieu de jets de gaz sur une comète au relief acéré. Bon, c'est pas un film très... Mais la vérité est néanmoins est beaucoup moins romantique. Mais néanmoins, il est vrai que l'environnement cométaire est vraiment dangereux. Sur la photo derrière moi, vous voyez clairement les expulsions de gaz. Et les points blancs que vous voyez ne sont pas forcément des étoiles, mais des poussières qui sont tout autour de la comète et viennent perturber les instruments de navigation de la sonde, avec le risque que la Terre perde le contrôle de Rosetta. On a même vu des rochers de plusieurs mètres voler autour de la comète. Donc vous voyez que c'est un environnement dangereux, et c'est pour ça que la sonde n'a pas pu se rapprocher beaucoup, Rosetta, véritablement de la surface, même pour larguer notre petit robot Philae. Elle est restée à 20 km d'altitude, 20 km de la surface, pour un corps qui fait 4 km dans sa plus grande largeur, donc 20 km pour atterrir sur un corps de 4 km, il fallait bien viser, et là encore, c'était un sacré pari. C'est pour ça que le 12 novembre 2014, nous sommes tous impatients, mais relativement anxieux. On n'était pas sûr du résultat. La séparation a lieu à 9h35. L'atterrissage est prévu à 16h35. Le signal de contact doit nous arriver vers 17h. Donc on a 7 longues heures à attendre le signal. Bon, heureusement, rapidement, on reçoit les premières images de notre petit robot en train de descendre vers la surface de la comète et qui nous montrent que tout a l'air de bien aller. Les pieds sont bien déployés, et puis si on a réussi à prendre la photo, c'est que globalement, on a l'air d'aller dans la bonne direction. La descente continue. Alors, il faut savoir qu'aucune intervention temps réel n'est possible, hein, puisque le signal met 25 minutes à parvenir sur Terre, puis il faudrait renvoyer un signal 25 minutes encore pour que Rosetta le reçoive. Donc, pas possible de commander quoi que ce soit en temps réel. Donc, pendant tout ce temps, nous suivons, on a des informations, mais nous ne sommes pas trop sûr de la direction qu'a le robot. On ne sait pas si on va véritablement se poser sur la comète ou si on ne va pas la manquer. Heureusement, encore une fois, quelques minutes avant l'atterrissage, c'est le premier soulagement, puisqu'on reçoit les premières photos prises par la caméra qui est sous notre petit robot de la surface de la comète. D'abord à 3 km d'altitude, puis ensuite à 30 mètres d'altitude. Et là, on sait qu'on va dans la bonne direction. Et enfin, presque à l'heure exacte, à 50 secondes près, le signal de contact, touchdown, ça y est. Pour la première fois, on s'est posé sur une comète. Alors vous imaginez bien que c'est l'explosion de joie, mais malheureusement, rapidement, la tension remonte, parce que les premières informations nous montrent que notre petit robot est toujours en mouvement. Les premières photos sont floutées, on est en train de tourner sur nous-mêmes. Et donc pendant 2 heures, on va suivre, sans pouvoir rien faire toujours, les rebonds de notre robot et le vol au-dessus de la surface de la comète, jusqu'à ce que 2 heures à peu près, vers 19h, 2 heures après, vers 19h, enfin on reçoive la confirmation que notre robot s'est bien stabilisé quelque part et qu'il est arrêté. Alors, a posteriori, nous avons eu un peu de malchance et pas mal de chance. Un peu de malchance parce que il s'est avéré que les harpons qui devaient ancrer Philae dans la surface de la comète ne sont pas déclenchés. Et pas mal de chance quand même, parce qu'un atterrissage, malgré un atterrissage un peu de guingois, dans une zone rocailleuse, mal éclairée, nous avons réussi à faire fonctionner, pendant les 3 jours qui ont suivi, presque tous les instruments de Philae et à récolter les premières mesures à la surface de la comète. Rosetta et Philae vont probablement permettre de révolutionner la science cométaire. Comme simple exemple, on peut dire que Philae a par exemple confirmé la présence de composés organiques complexes dans la poussière de la comète. Et je dirais que cette mission est assez symbolique de l'exploration spatiale, puisqu'elle nous oblige à réfléchir sur de longues périodes, de voir loin, de prendre des risques, de mettre en commun toutes les compétences possibles et de se préparer à faire face à l'imprévu, puisque par définition, on ne sait pas vraiment où on met les pieds.
Mais on peut être récompensé, comme par exemple par les photographies que vous avez derrière moi, qu'on nous aimons beaucoup dans l'équipe, puisque ce sont les images d'un objet construit par l'homme il y a une vingtaine d'années, sur ou à proximité d'un objet vieux de plusieurs milliards d'années, à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Merci. Merci bien.